Et on va continuer à regarder vers le large. Mettons-nous à la place de Christophe Colomb au moment où il s'élance dans sa traversée de l'Atlantique. Lui pensait arriver en Asie, c'est finalement l'Amérique qu'il va trouver sur sa route au terme de 5 semaines de navigation. Et pour tenir, il va s'arrêter pour un dernier ravitaillement dans l'archipel espagnol des Canaries. Une histoire vieille de 500 ans, mais encore tellement vivante dans la mémoire des habitants, comme nous le montrent Victoria David, Armel Esposito et Colline David. 12 août 1492. À quoi pense Christophe Colomb lorsqu'il aperçoit la silhouette de la Gomera découper l'horizon? Son journal de bord ne le dit pas. Seuls quelques mots nous permettent de suivre sa trace. Le dimanche, nous avons enfin pu accoster sur l'île de la Gomera. Après 8 jours de traversée depuis les côtes andalouses, son voilier entre dans le port principal de l'île, à l'ouest de l'archipel des Canaries. Une escale indispensable, le navigateur et ses 90 marins ont moins d'1 mois pour préparer leur grande traversée de l'Atlantique. D'abord, il leur faut de l'eau. Ça tombe bien, ils sont au bon endroit. Venez, je vais vous montrer un joli coin à filmer. Jacinto sait de quoi il parle. Depuis 30 ans, il veille sur cette forêt de nuages âgée d'environ 3 millions d'années. C'est une forêt pleine de fougères et d'autres plantes qui aiment particulièrement l'humidité. C'est fou d'être dans un lieu aussi sauvage. On a l'impression d'être un conquistador, de découvrir une nouvelle terre. C'est grâce à cette végétation baignée de brouillard toute l'année que Christophe Colomb a pu trouver de l'eau. Nous sommes à 400 km du Sahara, le désert le plus grand du monde. Et pourtant, on profite de l'humidité des vents alizés qui restent bloqués au-dessus de nos montagnes et se condensent au contact de toute cette végétation, de toutes ces feuilles. Et ces vents ne nous apportent pas que de l'eau. Ce sont aussi eux qui poussent les bateaux vers l'Amérique, enfin jusqu'à l'ouest. Colomb pensait qu'il allait arriver au Japon. Et ce n'est pas tout. Colomb et ses hommes ont déniché un autre trésor sur l'île des Arcs-en-Ciel. Dans les rues de San Sebastián, la capitale, ils ont découvert la clé pour réussir leur mission. Nous rencontrons Audrey, une Française tombée amoureuse de l'île, devenue par la force des choses experte du navigateur italien. Alors c'est ici où Christophe Colomb a très certainement pris son eau. Des puits à San Sebastián, il y en a beaucoup, mais il n'y a que celui-ci où l'eau elle est saumâtre. Cette eau légèrement salée est potable, mais surtout, elle se conserve bien mieux que l'eau douce. C'était de l'eau qui était stockée dans des tonneaux en bois. Donc le fait que ça soit en bois, c'est une eau qui s'abîme plus rapidement. En plus, il y avait des grands écarts de température dans les bateaux. Et c'était un gros avantage d'avoir cette eau qui se conserve. L'explorateur a laissé son empreinte à peu près partout dans la ville. L'église où il a prié une dernière fois, le port qui l'a vu partir ou encore la tour où il aurait retrouvé son amante en secret. Même les habitants ont tous quelque chose à nous raconter. Ça fait partie de notre culture, de notre identité. C'est pour ça qu'on surnomme la Gomera l'île Colombina, l'île de Colomb. C'est une fierté pour nous qu'il soit passé par ici. Il avait 3 bateaux, la Pinta, la Niña et la Santa Maria. Il est parti d'ici et tout le monde le connaît. Là-bas, il y a une statue. Eh bien, c'est Christophe Colomb. Mais revenons-en à nos préparatifs. Colomb a trouvé de l'eau. Il lui faut désormais de quoi nourrir son équipage. Aujourd'hui, les bananiers ont envahi l'île. Mais à l'époque, les habitants cultivent de tout et surtout, l'élevage existe déjà. Nous avons chargé de l'eau, du bois, de la viande et tout ce que mes hommes m'avaient trouvé. Presque aussi emblématique et aventurière que le navigateur, la chèvre de la Gomera crapahute dans ces montagnes depuis des siècles. Allez, montez. Alors quand nous avons dit à Placido, 81 ans, que nous allions lui parler de Christophe Colomb, il a presque trouvé ça normal. C'est sûr qu'il y avait du fromage de chèvre à cette époque. Il y avait déjà beaucoup d'élevage de chèvres. Je crois même que c'était l'activité principale sur l'île.
Elle est un peu plus fière, celle-ci. Comme les habitants. Ouais, je dirais encore plus farouche, moi. Sa femme Rosario nous interrompt. Venez, je vais allumer le feu. Elle veut nous montrer quelque chose. Je vais fumer le fromage. Ça, ce sont des feuilles de palmier. Ça donne plus de fumée. Cette technique permet de mieux conserver le fromage. Celui que Colomb a emporté était-il fumé? Une chose est quasiment certaine, ces cales étaient remplies de fromage, nourrissant et facile à conserver. Si le fromage était déjà affiné, il aurait pu l'emmener jusqu'au bout du monde. Il n'aurait pas moisi. Les cales pleines, tout est prêt pour le départ, ou presque. Les aventuriers mettent d'abord le cap sur l'île de Gran Canaria pour réparer leur bateau. Nous aussi, mettons les voiles. Entre les deux îles, s'étend un sanctuaire exceptionnel en Europe. Une réserve de cétacés qui ont sûrement croisé la route de nos marins. Il y a un bébé! Et impressionnent encore aujourd'hui ces touristes français et américains. Lui, c'est Patricio. On le connaît bien ici. Chacun a un aileron unique. Je ne pensais pas qu'on allait les voir d'aussi près. Ils sont à 5 mètres derrière toi. On va se retourner alors. Regarde là, juste là. Il y en a plein qui sortent. Ah bah comme par hasard, ils sortent plus. Pas de bol. C'est incroyable, c'est magnifique. Ça nous rappelle qu'il y a encore tant de choses qu'on ne connaît pas. Patricio et 500 autres baleines pilotes protégées vivent ici toute l'année. Félix les côtoie depuis plus de 25 ans. À l'époque de Colomb, il devait y avoir encore plus de cétacés. Il n'y avait pas autant de trafic maritime, le tourisme n'existait pas. La première fois qu'on est sorti en mer après le Covid, par exemple, c'était incroyable. Il y avait des dizaines de baleines. Depuis la mer, Christophe Colomb et ses hommes sont éblouis par un autre phénomène, encore plus rare. Nous avons vu d'immenses flammes jaillir de la grande montagne de l'île de Tenerife. Elles ont impressionné tout l'équipage. Cette montagne, c'est le volcan Teide, le plus haut sommet d'Espagne, culmine à 3700 mètres de haut sur l'île de Tenerife. Après un nombre incalculable de virages et quelques rencontres imprévues, tu peux monter si tu veux. embarquons plutôt avec Itaïsa et Stavros, géologue volcanologue et un peu jaloux de l'aventurier italien. Il a eu beaucoup de chance de voir une éruption ici aux Canaries. L'éruption suivante a eu lieu 200 ans plus tard. Il a eu de la chance sur toute la ligne. C'était un bon présage pour le reste de son voyage. Colomb a en fait été témoin du réveil du Boca Cangrejo, un volcan aujourd'hui éteint, situé tout près du Teide. Ça, c'est la coulée de lave. Avec son journal de bord, l'explorateur a donné à ses scientifiques une information très précieuse. Attention. La première trace écrite d'une éruption volcanique sur l'archipel. Nous sommes en train de récolter des échantillons de lave pour les analyser. Ça va nous permettre de comprendre ce que Christophe Colomb a vu. Retrouvons le sillage des caravelles. Direction l'île de Gran Canaria. Pour remettre ses bateaux en état, le navigateur pousse la porte de cette maison, celle du gouverneur de l'île, aujourd'hui transformée en musée. Nous sommes dans une maquette grandeur nature, de l'intérieur du bateau préféré de Christophe Colomb, la Niña. Le musée essaie désormais de sensibiliser les visiteurs. Ce que nous avons appelé la découverte de l'Amérique a eu des conséquences désastreuses. La découverte de l'Amérique pour qui? Pour les Européens. L'Amérique avait déjà été découverte. Elle était déjà habitée. La colonisation qui a eu lieu par la suite au XVe et XVIe siècle aurait engendré la mort de 50 millions de personnes.
La transatlantique continue pourtant de faire rêver. Plus question de conquérir de nouvelles terres, mais de retrouver le goût de l'aventure. Chaque année, 500 bateaux s'élancent depuis le port de Las Palmas. Attends, t'es pris dans le... Non mais c'est bon, ça suffit là. Tu peux pas monter plus haut, Capuce. Non, on n'a pas besoin. Il y a plein d'eau. T'as de l'eau? Bon, il y en a plein. Laurent, Frédéric, leurs 2 enfants et leur chat Poupi s'apprêtent justement à lever l'ancre. On est parti de Bretagne. On a le système de courant et donc d'alizé aussi. Hein, donc les vents créent aussi ce courant là qui amène presque naturellement, on va dire, vers les Antilles. Combien de semaines de traversée Selon le vent, on verra, selon l'alizé, s'il est gentil avec nous. 2 semaines. 1, j'ai pas envie parce que c'est trop long. 2, j'ai le mal de mer. Et 3, il fait froid. Même si Noé n'est pas tout à fait emballé, la route tracée par le navigateur va guider ces Bretons. C'est assez magique. On est content de suivre son chemin. Espérons qu'on y arrive aussi bien que lui. Pendant que les équipages se préparent, Pablo et Artemi tentent leur chance. Désolé de vous déranger, connaissez-vous quelqu'un qui cherche un équipier expérimenté pour traverser l'Atlantique? Non. Ces 2 Allemands font partie des dizaines de bateaux stoppeurs à arpenter ce ponton chaque année. Ça fait déjà 1 semaine, mais je reste optimiste. Je sais que ça peut prendre encore quelques semaines. Oui, on essaie de s'échapper et de partir à l'aventure. Après 3 semaines de patience, Artemi nous a donné de ses nouvelles. Sur votre gauche, les dauphins. Je suis au milieu de l'Atlantique. Dans 2 semaines, j'atteindrai l'Amérique, comme Christophe Colomb. Bientôt, il apercevra la côte. Ses yeux brilleront sans doute autant que ceux des 90 marins à bord de leur caravelle. Le 12 octobre 1492, après 37 jours de voyage, Colomb écrit enfin. À 2 heures du matin, la Terre est apparue. Il croit avoir atteint les Indes. Il vient en fait de mettre le pied sur un continent dont aucun Européen ne soupçonnait l'existence.